Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour t'ouvrir les yeux sur toute une série de choses qui sont en train de se passer actuellement. Le goal, c'est de te donner envie de creuser le sujet de la finance et de l'investissement. L'argent, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Il n'en reste pas moins qu'on sacrifie tous les jours des choses extrêmement précieuses pour en gagner. Quand le matin, alors que ton corps aurait encore besoin de repos, tu te réveilles avec une alarme pour aller taffer, tu sacrifies ta santé pour de l'argent. Quand, au lieu de passer du temps avec les gens que t'aimes, tu vas travailler sur ton business ou celui de quelqu'un d'autre, tu sacrifies tes relations pour de l'argent. Quand tu vas travailler, tu vas faire des choses que tu n'aurais pas envie de faire pour gagner de la thune, tu sacrifies ta liberté pour de l'argent. L'argent, c'est ni bon ni mauvais. En fait, c'est un outil dont on peut se servir pour faire des choses cool. Genre, tu peux ouvrir des orphelinats, tu peux soigner ton petit chien malade, l'amener chez le vétérinaire quand il va pas bien, mais tu peux aussi l'utiliser pour envahir des pays. Tu vois, l'argent, c'est simplement une technologie qui donne du pouvoir. Fondamentalement, c'est pas le papier en lui-même qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'énergie que ce papier contient. Quand tu es jeune, tu as énormément d'énergie. Tu vas travailler un petit peu plus que nécessaire parce que tu veux pouvoir te créer un stock d'énergie, tu veux pouvoir te créer des économies qui vont te permettre de survivre quand tu seras vieux, malade et fatigué. Le fait d'avoir de l'argent de côté, le fait d'avoir un stock d'énergie, c'est une espèce d'assurance contre l'incertitude qui est inhérente au futur. Tu sais pas ce qui va se passer demain, mais si tu as de l'argent, tu pourras donner cette énergie à quelqu'un en échange de ce qu'il te faut. Le problème, quand tu essayes de conserver ton énergie dans un morceau de papier, c'est qu'il y a une fuite. Autrement dit, si tu conserves 10 € pendant 10 ans plus tard, tu auras probablement encore tes 10 € s'ils n'ont pas été saisis, mais ces 10 € ne t'offriront pas le même pouvoir d'achat. Et encore une fois, c'est le pouvoir d'achat qui t'intéresse. Tu veux pas 10 €, tu veux ce que tu vas pouvoir t'acheter avec ces 10 €. Si l'argent perd sa valeur avec le temps, c'est parce qu'il se vide de son énergie. Je sais que là, dans ta tête, tu vois, il y a deux scénarios possibles. Soit tu sais ce que je vais te raconter et tu te dis, c'est trop cool, il va lâcher des dingueries. Soit tu sais pas ce que je vais te raconter et là, tu es en train de te dire, non mais l'inflation, c'est 2 à 3%. Reste ici si c'est ce que tu es en train de te dire maintenant parce que je vais débloquer les trucs dans ton cerveau, tu vas péter un câble. Si tu as suivi un petit peu en cours de physique, tu te rappelles peut-être que l'énergie, ça ne se crée pas, ça ne se perd pas, ça se transfère. En fait, l'énergie qui fuit tes billets, elle n'est pas perdue. Sans rentrer dans les détails techniques, parce qu'encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de te donner une vision d'ensemble, comprends qu'un jour, les gouvernements de l'époque ont donné aux banques le pouvoir de créer de l'argent. Mais l'énergie ne se crée pas. C'est-à-dire qu'une banque, elle peut créer des morceaux de papier, elle peut créer des petits numéros, elle peut rajouter des zéros sur les comptes en banque, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est créer de l'énergie. Donc quand une banque, admettons, imprime un morceau de papier, ce morceau de papier est vide d'énergie. Pourtant, tu sais très bien que si tu as 50 € dans la main, peu importe sa date d'émission, tu vas pouvoir l'échanger contre un produit ou un service. Parce que ce qui se passe concrètement, et là peut-être que tu vas connecter 2-3 points, c'est que quand une banque va imprimer 50 €, ce nouveau billet va venir absorber une partie de l'énergie qui se trouve dans tous les euros qui sont détenus par la population. C'est comme ça que l'énergie est transférée de l'argent que tu possèdes aux banques. Le fait de se faire saisir une partie de notre énergie, une partie de notre temps, une partie du temps qu'on va pouvoir passer avec nos proches, une partie de notre santé et ainsi de suite, c'est un phénomène auquel on est plus ou moins habitué à travers les impôts. Quand tu vas travailler, tu touches ta paye et ensuite tu payes des impôts, c'est l'État qui va venir te dire, écoute, tu vas me donner un petit peu de ton temps, de ton énergie, et ainsi de suite, parce que j'en ai besoin pour financer mes opérations. Mais tout ça, tu vois, ça fait partie de notre contrat social. On nous l'explique à l'école, on paye des impôts, c'est une question de solidarité. Plus tu gagnes d'argent, plus tu vas payer d'impôts pour pouvoir financer les classes, les gens qui sont un petit peu en galère. Tu vois, et dans chaque pays, tu as des systèmes un peu différents. Avec ce système de soustraction d'énergie via la création monétaire, on a une espèce de taxe invisible, une taxe dont on ne peut pas évaluer l'ampleur, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a une partie de l'énergie qui se trouve dans tes billets qui va être confisquée, mais tu ne sais pas exactement qui est-ce qui peut décider de te confisquer cette énergie. Tu ne sais pas exactement combien d'énergie va être confisquée. Tu ne connais pas les critères sur lesquels ils vont se baser pour te confisquer cette énergie. Tu ne sais pas qui va en profiter directement. En fait, il y a tout un paquet d'incertitudes qui est directement lié à ce qui est censé être ton assurance contre l'incertitude qui est liée au futur. Alors à l'école, tu vois, on va passer de nombreuses années à t'expliquer comment faire pour gagner de l'argent, autrement dit, comment faire pour donner ton énergie, donner ton temps de vie en échange de ces morceaux de papier. Mais on va jamais t'expliquer qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'est pas les morceaux de papier, ce qui t'intéresse, c'est l'énergie qui est contenue dans ces morceaux de papier, et en fait, cette énergie, elle se vide constamment. On va pas te dispenser une éducation financière à l'école. Premier truc suspect. Deuxième truc suspect, c'est que quand tu vas essayer de t'intéresser à ce qui se passe, tu vas dire, ok, il y a l'inflation, de combien est l'inflation ? Quelle est la quantité d'énergie qui m'est dérobée ? Eh bien, on va te servir une donnée, l'indice des prix à la consommation, qui va te conduire à sous-évaluer la quantité d'énergie qui t'est prise. Ce que tu dois comprendre,
c'est que cet indice, il est calculé par des statisticiens employés par l'État qui vont former un panier de biens et de services qu'ils ont décidé que tu devrais pouvoir consommer au cours de ta vie. C'est-à-dire qu'ils vont dire, un mec du peuple, au cours de sa vie, il faudrait qu'il puisse vivre dans un appartement de tant de mètres carrés, il faudrait qu'il puisse regarder tant de films au cinéma par mois, il faudrait qu'il ait un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, et à la fin de l'année, ils vont dire, ok, les prix des biens qui composent le panier ont augmenté de 2 à 3%. Le gros problème, c'est que les biens qui composent le panier sont des biens dont l'offre est élastique. Et ça, tu vas devoir le comprendre pour pouvoir comprendre l'énorme douille qui est en train de se jouer actuellement. Et j'ai pas d'autre choix que de t'expliquer ça. Alors, je vais essayer de faire de la manière la plus simple possible. La théorie voudrait que, quand les banques créent de l'argent pour le prêter, la demande sur les différents biens et les différents services augmente, parce que les gens aiment bien dépenser leur argent pour s'acheter des trucs, et que quand la demande augmente sur un bien ou sur un service, le prix de ce bien et de ce service augmente. Okay ? Ce serait la raison pour laquelle on aurait de l'inflation. Il y a plus d'argent qui circule, les gens dépensent plus, donc les gens qui fournissent des biens et des services, ils augmentent les prix. Il y a une nuance. Le diable se cache dans les détails. Quand la demande augmente sur un bien ou sur un service, son prix ne va pas forcément augmenter. En fait, tout dépend de l'élasticité de l'offre de ce bien. Tu peux prendre tous les biens et tous les services et les placer sur un spectre. Tu as des biens dont l'offre est plutôt élastique et des biens dont l'offre est plutôt inélastique. Un bien dont l'offre est élastique, c'est un bien qui peut être produit sans effort. Exemple, un abonnement Netflix. Si demain, il y a 3 fois plus de demandes sur les abonnements Netflix, pour l'entreprise américaine, c'est super facile de fournir l'accès à la plateforme aux nouveaux utilisateurs. Donc, ils n'auront pas besoin d'augmenter le prix de l'abonnement. En revanche, si la demande augmente sur un bien dont l'offre est inélastique, comme une maison avec vue mer sur la Côte d'Azur, de l'or, des actions, du Bitcoin, une œuvre d'art comme la Joconde, le prix doit augmenter. Imagine une salle d'enchères pour acheter la Joconde. Tu as 3 fois plus d'acheteurs, elle va se vendre plus cher. Pourquoi ? Parce que c'est impossible d'en créer une deuxième. Les biens dont l'offre est élastique, les biens qui peuvent être créés facilement, c'est des biens qui, par nature, ne verront pas leur prix augmenter quand on crée de l'argent. Les biens dont le prix explose, c'est les biens dont l'offre est inélastique. Les actions, l'or, l'immobilier, l'art, le bitcoin, et ainsi de suite. Et le problème avec l'indice des prix à la consommation qui reporte encore une fois une augmentation des prix de 2 à 3% par année, c'est que les biens qui composent le panier dont on mesure l'évolution du prix, c'est des biens dont l'offre est élastique. C'est des biens qui, de toute façon, ne verront pas leur prix augmenter. Donc on sert cet indice en fait à la population. Les gens ils disent mais en fait c'est pas si grave, 2 à 3% par année, ça me dérange pas. Mais l'énorme douille, c'est qu'un jour ces gens ils vont se réveiller et se rendre compte que tout ce qui ne peut pas être produit sans effort leur est devenu complètement inaccessible. Notre génération, par exemple, elle va devoir payer 2 à 3 fois plus cher, elle va devoir racheter une maison 2 à 3 fois plus chère à la génération précédente. Et encore une fois, c'est pas parce que la maison est meilleure. Souvent, tu entends des gens dire oui, la maison a pris de la valeur. Non, une maison, c'est pas du fromage. La maison, elle est plus éclatée, genre elle s'est usée, les matériaux sont un peu plus pourris, il faut faire des réparations et ainsi de suite. Aujourd'hui, on pourrait construire la même maison pour moins cher, mais on a créé de l'argent. Il y a plus de demandes sur l'immobilier parce qu'il y a des gens qui ont très bien compris que ça servait à rien en fait, et on va voir qui sont ces gens, que ça servait à rien en fait de garder du cash, de conserver du cash. Donc ils vont acheter ces biens immobiliers et vu que l'offre sur les biens immobiliers est inélastique, plutôt inélastique, c'est possible de construire des nouveaux appartements, des nouvelles maisons, mais il y a certaines régions, tu vois, si tu vas avoir une maison, un penthouse avec vue Tour Eiffel, tu peux pas en construire à l'infini. Au bout d'un moment, la place, tu vois, elle est limitée. Et donc la demande sur les biens rares, les biens qui ne peuvent pas être produits facilement, les biens dont l'offre est inélastique, je me répète beaucoup, tu vois, pour que ça rentre, elle augmente, le prix augmente. Donc en fait, ce problème d'augmentation des prix, il te concerne en fonction de ton projet de vie. Si ton projet de vie, c'est de finir tes jours dans un 30 mètres carrés, loué, d'inviter ta meuf pour écouter de la musique générée par intelligence artificielle sur Spotify, de te nourrir d'animaux qui ont été élevés dans des conditions, tu vois, d'élevage industriel de masse, des légumes blindés de pesticides qui n'ont pas de goût, à partir du moment où tu es prêt à travailler 2 à 3% de plus par année, tu vas réussir à stagner. C'est ça ce que ça veut dire l'indice des prix à la consommation. C'est que tous ces biens qui peuvent être produits en masse, c'est pas un problème. C'est seulement 2 à 3%. Si au contraire, voilà, comme je te le disais, tu veux pouvoir un jour t'acheter ta propre maison, tu veux pouvoir acheter un service qui ne peut pas être scalé, donc c'est pas suivre un programme de sport en ligne qu'un mec a produit une fois et qui peut vendre à l'infini, c'est
aller suivre un cours de sport avec un vrai prof, t'offrir un massage, t'offrir un cours de cuisine avec un vrai cuisinier. Là, mec, tu vas douiller. C'est des choses dont le prix explose aujourd'hui. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Encore une fois, dans le Reboot Camp, il y a un gros module d'éducation financière. Passe jeter un œil au lien dans la description. Tu me laisses ton email, je t'en donnerai un peu plus d'informations. L'énorme douille, parce que là, alors là, tu as bien compris la douille, mais le truc le plus révoltant dans l'histoire, c'est encore une fois que c'est pas tout le monde qui se fait douiller. Ceux qui souffrent de cette situation, c'est les gens qui essayent de conserver de l'énergie dans le temps à travers des morceaux de papier. C'est les gens qui économisent des euros, des francs suisses, du yen, du pesos, du forain, peu importe. Essayer de conserver ton énergie dans le temps dans un bien que d'autres acteurs peuvent créer en fait en claquant des doigts, en fait c'est un peu un truc de Gaulmont, tu vois. Ça paraît logique dit comme ça, mais les gens n'y pensent pas. Ils accumulent de l'argent, ils sont très contents, et à côté de ça, tu vois, t'as un mec qui appuie sur un bouton, il crée des billets, tu vois. Quand tu peux créer le bien dont les autres vont se servir de monnaie et leur dérober cette énergie, t'as des esclaves à ta disposition. T'as des gens qui vont être prêts à faire absolument tout ce que tu veux en échange des morceaux de papier que tu vas leur jeter à la gueule. Donc les grands gagnants dans cette histoire, c'est les gens qui ont accès à l'argent nouvellement créé. Les grands perdants, c'est les gens qui essayent de conserver des euros, qui conservent ces devises en fait, qui sont produites par les banques, ces devises nationales. Et il y a une catégorie intermédiaire dans la population. Il y a les gens qui s'éduquent financièrement, et ceux du coup dont tu pourrais faire partie, qui vont se dire, en fait, si j'ai 100 000 euros aujourd'hui, et que je sais que j'en aurai pas besoin pendant les 10 prochaines années, plutôt que de les mettre sur un compte en banque, d'attendre 10 ans et de me retrouver 10 ans plus tard avec 100 000 euros avec lesquels j'aurai un pouvoir d'achat inférieur, c'est-à-dire que dans 10 ans, il pourra s'acheter moins de trucs avec ces 100 000, et encore une fois, combien de pourcents il aura perdu ? Ça dépend du bien qu'il veut s'acheter plus tard. S'il veut s'acheter un bien dont l'offre est hyper élastique, un bien qui peut être produit très facilement, mais il aura plutôt perdu 2 à 3% par année. Ça lui aura coûté 2 à 3% plus cher chaque année qu'il aura attendu. Mais si dans 10 ans, il veut pouvoir s'acheter une maison, là, il sera vraiment dans la merde, tu vois. Donc le mec, il se dit, plutôt que de garder ces 100 000 sur mon compte en banque, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger ces 100 000 contre une maison, contre de l'or, contre des actions, contre du bitcoin, contre une œuvre d'art, contre un bien dont l'offre est inélastique, pour lequel la demande va vraisemblablement augmenter. Et ça, c'est une caractéristique importante. Il ne suffit pas que le bien ne puisse pas être produit facilement, qu'il demande de l'effort pour être créé. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui veulent acheter ce bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire un petit dessin stylé, ta petite œuvre d'art. Si personne veut t'acheter ton œuvre d'art, le prix va pas augmenter. Il faut que ce soit difficile à créer et il faut que les gens s'intéressent à ce truc-là. Plutôt du coup que de conserver ces 100 000, il va acheter une maison à 100 000, je sais pas, il va le faire en Hongrie, tu vois, il va s'acheter une petite maison en Hongrie, il va attendre 10 ans, et 10 ans plus tard, sa maison, elle vaudra 300 000. Et donc au lieu d'avoir 100 000 dans 10 ans, il en aura 300. Et là, les gens vont dire, oui, mais en fait, il a gagné de l'argent, il a fait un bon investissement. En fait, c'est juste que l'argent a perdu de la valeur par rapport à l'immobilier. S'il faut plus d'argent pour acheter le même bien immobilier, c'est parce que l'argent contient moins d'énergie par rapport au bien immobilier. L'énergie, elle est partout. Il y a de l'énergie dans une maison. L'énergie fuit les maisons moins vite qu'elle ne fuit tes morceaux de papier. Il y a de l'énergie dans une pizza, ce qu'on appelle des calories. Il y a de l'énergie dans une batterie, elle est sous forme électrique. Il y a de l'énergie dans un fourneau sous forme thermique. Mais elle fuit. Tu as une batterie, chaque mois, je crois que tu perds 2 à 3% de l'énergie, ou même un peu plus. Je ne sais plus exactement quel est le niveau de fuite des batteries, mais ta batterie, elle perd de l'énergie. Donc, si tu conserves ton énergie dans de l'argent, tu la conserves mieux que dans une batterie. Ok, génial. Mais si tu la conserves dans un bien dont l'offre est inélastique, tu la conserves encore mieux. Et si ton goal, c'est de conserver de l'énergie dans le temps, la clé, encore une fois, parce que je te l'ai dit juste avant, mais il faut vraiment que tu comprennes ce truc, c'est d'acheter des biens dont l'offre est inélastique pour lesquels la demande va vraisemblablement augmenter. C'est ce que font les riches. C'est pour ça que les riches, en fait, ils ne conservent pas d'argent. Donc eux, ils ne se font pas baiser, tu vois. Eux, ils sont pas. Je ne suis pas en train de te parler de ceux qui profitent directement de l'argent nouvellement créé. Je te parle de ceux qui ont de l'argent, mais qui ont compris qu'ils se font baiser s'ils conservent leur argent. Parce que les gens qui profitent directement du truc, pour faire un très rapide, tu vois, parce que je t'en ai parlé, je t'ai teasé un petit peu sur le truc, très rapidement, les gens qui ont accès à cet argent nouvellement créé, c'est les gens qui s'endettent. C'est eux les grands gagnants dans l'histoire. Quand tu veux t'acheter une voiture et que tu vas faire un crédit à la consommation auprès de ta banque, la banque, elle va créer de l'argent pour te le prêter. Donc en fait, les 20 000 que la banque va te prêter, ils contiennent l'énergie de tout le monde en fait. Tu as volé la thune de tes potes. Quand tu vas faire un crédit pour t'acheter un bien immobilier, c'est exactement la même chose.
t'apportes ta part de fonds propres, t'apportes tes 20%, la banque, elle va créer, je sais pas, c'est quoi tes 20%? Admettons, tes 20%, c'est 20 000, ta banque, elle va te prêter, tu vois, les 80 000, bah, ces 80 000, ils contiennent l'énergie de tout le monde. Donc en fait, il y a des gens qui vont s'endetter auprès des banques, récupérer l'énergie qui se trouve dans les euros de tout le monde, échanger cette énergie contre des biens, et ensuite rembourser la banque quand l'euro vaut moins. En fait, c'est une énorme douille. Plus tu peux t'endetter, ce système en fait t'encourage à t'endetter. Si tu peux t'endetter, tu peux voler l'énergie des gens et stocker cette énergie dans des biens dont l'offre est inélastique, des biens immobiliers, parce que la banque te le dit. La banque te dit, l'euro c'est tellement pété, c'est tellement de la merde que je t'encourage à le shorter. C'est-à-dire que je vais créer des nouveaux euros, je vais encore plus accélérer la chute de la devise, je vais te les prêter, tu vas directement échanger ces euros contre un bien immobilier et tu vas me rembourser quand l'euro vaudra moins. C'est un short. Je rentre pas dans les détails encore une fois, on va le faire un peu plus tard, encore plus tard, dans le podcast. Mais c'est ça en fait le gros problème dans l'histoire. C'est que les gens qui ne s'éduquent pas se font douiller. Et les riches, parce que voilà, encore une fois, quand t'es né dans une famille riche, on t'explique très vite que ton argent perd de la valeur et que tu dois t'en débarrasser en l'échangeant contre des actifs, bah eux se protègent ou s'endettent. Et à ce moment-là, ça devient les douilleurs. Alors les gens qui s'endettent, l'État aussi s'endette. Donc l'État te douille aussi, en fait. L'État te vole aussi une partie de l'énergie qui se trouve dans tes euros. Et pour comprendre réellement comment t'en sortir, pour savoir quel est le bien dont l'offre est inélastique pour lequel la demande va vraisemblablement augmenter, bah on va devoir faire plusieurs vidéos pour analyser les différentes choses, tu vois. Les actions, ok, quelle action? Les ETF, ok, quel ETF? L'or, pourquoi? Pourquoi les commodities ou pourquoi pas les commodities? En fait, tous ces biens ont chacun des points forts et des faiblesses sur différents points. En termes de divisibilité, genre t'achètes une maison, tu peux pas ensuite vendre juste 10% de ta maison si tu as besoin juste de 10% de la valeur de ta maison. En termes de transportabilité, t'achètes une maison en Ukraine, la guerre éclate, bah t'es un peu niqué, tu vois, ta maison tu peux pas la déplacer. Par contre, si c'est des actions, bah tu peux le faire. Donc au niveau de la transportabilité, les actions c'est plus intéressant. En termes de, il y en a plein, en termes de, saleability, en termes de à quel point c'est liquide, à quel point c'est facile de le vendre. Tu veux vendre une maison, ça prend du temps, parce que tu vas devoir trouver un acheteur et tout. Alors que tu veux vendre une action, tu appuies sur un bouton, ton action elle est vendue. Tu veux vendre Bitcoin, ça se vend aussi très vite. Par contre, il y a la volatilité sur le Bitcoin. En fait, tous ces biens, ils ont leur valeur, parce que tu vois, j'ai parlé de Bitcoin, donc forcément, tu as des gens qui vont me dire, oui, non, mais Bitcoin, c'est purement spéculatif. En fait, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que chacun de ces biens dont l'offre est inélastique ont une valeur utilitaire qui est la valeur du bien. Tu vois, la maison, elle permet de loger des gens. Bitcoin permet de faire des échanges, des paiements en pair à pair. Les actions te donnent parfois des droits de vote dans les entreprises, ainsi de suite. Mais à cette valeur utilitaire s'ajoute ce qu'on appelle la prime monétaire. Cette prime, c'est l'augmentation du prix du bien due au fait que des gens s'en servent comme réserve de valeur. Les maisons ne coûteraient pas aussi cher aujourd'hui s'il n'y avait pas des gens qui achetaient des maisons juste pour conserver de la valeur dans le temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Je m'arrête ici parce que je vois que la caméra surchauffe. Mais j'espère t'avoir pu te dresser un tableau global de la situation. J'ai une très bonne nouvelle, mec. On va se retrouver très vite pour un challenge sportif. Je vais faire une série parce que je me suis chauffé avec Simon à lancer un truc. Genre on a eu une petite discussion. Je te tease déjà maintenant parce que t'es ici jusqu'à la fin et donc voilà, t'es vraiment un abonné hardcore. Mais en gros, il y a un défi qui s'appelle le God Set. Et c'est un truc, je me suis toujours dit ce serait trop stylé que je réussisse à le faire, mais j'ai jamais cru en moi assez pour essayer de le faire, parce que je suis trop loin de le réussir. Et là, Simon m'a dit, avant-hier soir, il m'a dit, mais si tu le fais pas, qui va le faire? Et là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, il faut que je le fasse. Donc on se retrouve sur cette chaîne principale très bientôt pour le God Set. Tu as les liens vers le premier épisode de mon podcast d'éducation financière dans la description, vers les premiers épisodes du Range ta chambre, donc des 12 nouvelles règles de Jordan Peterson. Et encore une fois, les inscriptions pour le Reboot Camp 2025, elles ouvrent le 1er novembre. Et j'espère que je t'y retrouverai, mec. Qu'on commence l'année correctement tous ensemble. Allez, à plus.